Bonjour à tous, aujourd'hui dans MapIRL, on va parler d'une région hautement sous tension, le Moyen-Orient. Attendez-vous à avoir beaucoup de soucis de prononciation aujourd'hui. Pour les langues du Moyen-Orient, c'est assez rapide. En Turquie, on parle le turc, qui est une langue altaïque, une famille composée de langues de l'Asie centrale, du mongol, voire même du coréen ou du japonais, qui sont parfois inclus dans cette famille. En Iran, on parle le perse, une langue de la famille des langues indo-européennes. Les langues latines, dont le français, les langues germaniques et les langues slaves, font aussi partie des langues indo-européennes. Le sous-groupe du perse, ce sont les langues iraniennes. Et dans ces langues iraniennes, on trouve également le kurde. Dans le reste de la région, on parle principalement l'arabe, qui est aussi parlé dans la totalité de l'Afrique située au nord du Sahara. C'est une langue sémitique, qui est un groupe qui est aussi parlé dans la Corne de l'Afrique. Sa particularité est de s'écrire de droite à gauche. Niveau climat, ce qui saute aux yeux, c'est que la totalité de la péninsule arabique de l'Égypte et la quasi-totalité de l'Irak se trouvent dans un climat dit désertique chaud. C'est un climat avec très peu d'humidité et en été il fait très chaud de jour comme de nuit, tandis qu'en hiver il peut faire chaud ou tempéré de jour mais qu'il fait très froid la nuit et on peut même descendre en dessous de 0 degré. Les climats dans le nord de la région sont beaucoup plus variés, notamment en Turquie qui possède des régions avec des climats très divers. Par exemple, on peut trouver dans le centre-ouest de la Turquie un climat semi-aride chaud que la région partage avec l'Iran. Ensuite, toute la côte ouest donnant sur la Méditerranée possède un climat méditerranéen qui s'étend jusqu'en Syrie, Liban et même en Israël. C'est un climat comparable à celui que l'on peut trouver dans le sud-est de la France. Au nord-ouest du pays, sur les rives de la mer Noire, on trouve un climat océanique, comme on peut en voir dans l'ouest de la France, et dans le centre et l'est du pays, on a un climat continental comparable à celui du nord-est de la France. Pour la structure urbaine de la région, j'ai fait l'erreur de mettre sur la carte la totalité des aires urbaines de plus d'1 million d'habitants, et à des endroits il y en a tellement que ça devient presque illisible. L'exemple type c'est sur la côte ouest où l'on a un noyau dur de 8 villes moyennes réparties sur 4 ou 5 pays qui sont très proches les unes des autres. Si on remonte un peu plus au nord, on peut tomber sur un autre groupement de villes un peu plus petites. Au nord-ouest du Moyen-Orient, on a un réseau de villes qui s'étend de Istanbul jusqu'à Izmir, le long de la côte nord-ouest de la Turquie. Pour le reste, on a 3 très grosses villes auxquelles s'articule un pays comme Le Caire en Égypte, Bagdad en Irak et Téhéran en Iran. On peut toutefois noter qu'il existe un autre groupement de 3 villes autour de Bassora qui se situe au bout du golfe Persique qui est réparti sur 3 pays qui sont le Koweït, l'Irak et l'Iran. Il nous reste à étudier la péninsule arabique où la majorité des villes se situent sur les côtes. À l'ouest, on a La Mecque et son port Djeddah, avec Médine un peu plus au nord. Au sud, on a les 3 villes principales du Yémen qui structurent le territoire. Sur la côte ouest, on a d'abord Dubaï et Abu Dhabi qui sont les 2 grandes villes des Émirats Arabes Unis. En avançant un peu plus vers l'ouest, on tombe sur Bahreïn, le Qatar et d'autres villes moyennes de l'Arabie Saoudite. Si on avance un peu plus à l'intérieur des terres, on tombe sur Riyad. Niveau religion, la quasi-totalité du Moyen-Orient est musulman, même si on peut trouver des minorités chrétiennes principalement sur la côte méditerranéenne et des juifs en Israël. Néanmoins, à l'intérieur même de l'islam, il existe un gros clivage qui explique la majeure partie des conflits de la région. En effet, l'islam s'est divisé en 3 branches. L'histoire de ce schisme commence à la mort de leur prophète Mahomet. Ce dernier n'avait pas d'héritier mâle pour devenir calife et diriger la communauté musulmane. Problème, ce cas n'était pas clairement prévu dans le Coran. Les proches de Mahomet ont donc nommé Abou Bakr. Néanmoins, une partie de la communauté musulmane considère que le titre doit revenir au mari de la fille unique de Mahomet. Cette partie sera nommée les chiites. À la mort de Abou Bakr, un autre calife de la même tendance de ce dernier sera nommé. Il va mourir, puis encore un autre de cette même tendance sera nommé, ce qui frustre les chiites. À la mort de ce 3e calife, le mari de la fille de Mahomet, donc le chef des chiites, prend le pouvoir et une guerre civile éclate entre ses partisans et le reste du monde musulman que l'on appellera plus tard les sunnites. Ces derniers finiront par remporter la guerre. Résultat, il y a souvent des conflits entre sunnites et chiites, même aujourd'hui. Actuellement, dans le monde musulman, environ 85% sont sunnites, soit une écrasante majorité. Les musulmans du nord de l'Afrique et du sud-est asiatique sont quasiment tous sunnites. Les chiites sont donc quasiment exclusivement au Moyen-Orient. La proportion des chiites et des sunnites est donc beaucoup moins déséquilibrée dans cette partie du globe. Et sur la carte, on peut voir que globalement, l'Est est chiite et que l'Ouest est plutôt sunnite. A noter qu'il existe aussi une 3e branche de l'islam, l'ibadisme, qui n'est ni sunnite
ni chiite et qui est présente principalement dans le sultanat d'Oman. Bon, on a pu voir la région dans toute sa diversité, mais à mon sens, si on veut vraiment comprendre quelque chose à la région, il est intéressant de comprendre comment les frontières des pays de la région se sont fixées. Et pour ça, on va devoir faire un peu d'histoire et faire le tour pays par pays. On va commencer par l'Iran parce que c'est probablement le plus simple. L'Empire perse a été fondé en -550 avant Jésus-Christ par les Mèdes, un peuple iranien qui n'a pas laissé de traces écrites et dont on peut connaître son histoire uniquement que grâce aux récits de leurs voisins. Les frontières de l'État se sont faites principalement au rythme des guerres et des conquêtes territoriales. Par exemple, la frontière nord-ouest a été fixée en 1828 après la guerre opposant les Perses aux Russes à la suite de la victoire de l'Empire russe. La grande majorité des États du Moyen-Orient sont issus de la dissolution progressive de l'Empire ottoman, c'est-à-dire de l'ancêtre de la Turquie qui régnait sur la quasi-totalité du monde arabe à la fin du 19e siècle. Il y a tout de même quelques exceptions comme le centre de la péninsule arabique, contrôlé par les Al-Rachides, alliés des Ottomans, ainsi que le sud et l'est de la péninsule arabique qui étaient contrôlés par les Britanniques. Ces derniers protégeaient par exemple plusieurs petits émirats trop petits pour se défendre seuls et qui ont donc confié une partie de leur souveraineté aux Anglais. Plusieurs de ces émirats ont fini par s'unir pour donner les Émirats arabes unis, tandis que le Koweït et le Qatar ont finalement décidé de faire bande à part. Le Royaume-Uni protège aussi le sultanat d'Oman, beaucoup plus gros que les autres mais qui est dans une grande crise économique. On peut aussi citer le protectorat d'Aden, correspondant au sud du Yémen, aussi sous contrôle britannique. Mais on en reparlera plus tard. Donc, nous sommes à la fin du 19e siècle, l'Égypte gagne petit à petit toujours plus de souveraineté vis-à-vis de l'Empire ottoman, jusqu'à presque atteindre l'indépendance. Mais elle finit par faire banqueroute, ce qui força le pays à passer sous contrôle britannique. Au passage, ces derniers obtiennent même le Sinaï à l'aide d'un gros coup de pression mis sur les Ottomans. On arrive au début du XXe siècle et nouveau coup dur pour les Ottomans. Leurs alliés dans la péninsule arabique, les Al-Rachides, sont défaits par les Saouds et perdent le contrôle de Riyad. Le reste du centre de la péninsule arabique tombera rapidement aux mains des Saouds et la pointe sud de l'Empire ottoman sera rapidement menacée. Mais ça, ce n'est rien comparé à ce qui va se passer à la fin de la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman est défait et les vainqueurs se réunissent pour statuer sur leur avenir. Un premier traité est signé, c'est le traité de Sèvres. Ce traité découpe l'Empire ottoman en plusieurs parties et sera, encore aujourd'hui, un traumatisme pour les Turcs. Le traité prévoit plusieurs choses. Au nord est créée la Turquie, de 1/3 plus petite que celle que l'on connaît actuellement. C'est un territoire composé principalement de Turcs. À l'ouest, les Grecs obtiennent une partie importante de l'Anatolie. C'est un territoire composé principalement de Grecs et de Turcs. Au nord-est est prévue une grande Arménie ainsi qu'un projet d'État kurde. Le reste du territoire est très principalement de langue arabe et est partagé entre anglais et français. Le nord du croissant fertile est confié aux Français tandis que les Anglais contrôlent l'ouest et l'est. Pour la majeure partie du sud de l'Empire, elle reviendra officiellement aux Saouds en 1925 avec le traité de Hadda signé avec les Anglais. La pointe la plus au sud, correspondant à la partie nord du Yémen, déclara son indépendance dès 1918 et l'obtiendra grâce à l'appui de l'Italie en 1926. Mais je n'entre pas dans les détails car on en parlera plus tard. Pendant ce temps-là, en Turquie, le Turc Mustafa Kemal remotive ses anciennes troupes turques de l'armée ottomane et fout le sbeul en Turquie, ce qui force les puissances occidentales à revenir en partie sur le traité de Sèvres. La Turquie récupère des mains des Grecs la totalité de la péninsule anatolienne et des mouvements de population sont forcés, obligeant Grecs d'Anatolie et Turcs vivant en Grèce de quitter leur ville et de s'installer dans leur pays représentant leur ethnie. À l'est, les Turcs récupèrent la majeure partie de l'Arménie ainsi que le nord du Kurdistan. Le sud du Kurdistan, autour de Mossoul, sera donné à l'Irak, un nouveau pays créé de toutes pièces par les Anglais. Le but était d'assurer la pérennité économique de l'Irak en leur donnant accès au pétrole autour de Mossoul. Plus au sud, autour de Bassora, la population chiite est aussi rattachée à l'Irak, à l'exception du Koweït, qui est une ville riche, attirant beaucoup de migrants de toute origine, ce qui en fait une ville multiculturelle et pousse les Anglais à les déclarer indépendants du reste du pays. On se retrouve donc avec une Irak composée de Kurdes au nord, de chiites au sud et de sunnites à l'ouest, et privée de son principal port. À l'ouest de leur mandat, les Britanniques créent la Palestine, avec pour idée d'en faire un État juif.
Entre la Palestine et l'Irak, les Anglais créent la Transjordanie, un état tampon permettant de relier le mandat britannique irakien au mandat britannique de Palestine. Oui, si la Jordanie a une forme aussi bizarre avec un rectangle dans le nord-est, c'est pour pouvoir relier les deux territoires. Revenons-en au territoire contrôlé par les Français. Dès la chute de l'Empire ottoman, les Libanais se mettent à revendiquer un territoire comportant une ouverture sur la mer et la vallée de la Beka, distincte du reste de la Syrie. Et dès 1922, la France crée des frontières à l'intérieur de son mandat, essayant de tenir compte des différentes ethnies. Ces différents territoires refusionneront dans les années 30 pour donner la République de Syrie, à l'exception du Liban qui fut déclaré indépendant du reste de la Syrie pour deux raisons. Bon, déjà parce que les Libanais le réclamaient, et ensuite parce que les Libanais étaient pro-français contrairement aux Syriens. Pendant ce temps-là, au nord de la Syrie, des Turcs viennent s'installer dans le Sandjak d'Alexandrette, ce qui servit de justification aux Turcs pour revendiquer le territoire, qui leur sera cédé en 1939 pour obtenir la neutralité de la Turquie dans la Seconde Guerre mondiale. On a fait à peu près le tour de toutes les frontières de la région, vous savez donc à peu près pourquoi la carte du Moyen-Orient ressemble à celle que l'on connaît aujourd'hui. Chose promise, chose due, on va clore cette vidéo en parlant du Yémen, de son histoire et de ce qu'il se passe actuellement. Historiquement, la première fois que le territoire yéménite s'est plus ou moins unifié, c'est en moins 1500 à l'époque du royaume sabéen. On avance dans les siècles, et à l'exception de 50 ans à cheval sur le XIIe et le XIIIe siècle, où les Ayyoubides, une dynastie kurde, s'emparent du territoire, la majeure partie du sud-ouest de la péninsule arabique, aka le Yémen d'aujourd'hui, est contrôlée par des dynasties yéménites ayant toujours un territoire à peu près comparable. Au XVIe siècle, le Yémen est conquis par l'Empire ottoman, qui fait de la région une de ses provinces. Au XVIIe siècle, la roue tourne et les Yéménites retrouvent leur indépendance. Au siècle suivant, l'État se fracture avec d'un côté l'État zaïdiste au nord composé de chiites et au sud le sultanat de Laèche composé de sunnites. Au XIXe siècle, les Ottomans en profitent pour conquérir le nord du Yémen chiite, tandis que les sunnites du sud viennent demander protection aux Anglais et deviennent le protectorat d'Aden. Au XXe siècle, en 1918, l'Empire ottoman est défait. L'indépendance est accordée au nord du Yémen qui prend la forme d'une monarchie absolue avec pour capitale Sanaa, tandis que le sud reste aux mains des Anglais. La situation reste stable jusqu'aux années 60 où, paf, une guerre civile éclate dans le nord entre royalistes soutenus par l'Arabie Saoudite et républicains soutenus par l'Égypte et la Syrie. Ces derniers réussiront à renverser le pouvoir au bout de 8 ans de guerre et à construire une république. Tandis qu'au sud, un groupe marxiste engage une lutte pour l'indépendance qu'ils finiront par obtenir en 1969 et font du Yémen du Sud le seul régime marxiste du monde arabe, et Aden devient la capitale du pays. En 1986, paf, une nouvelle guerre civile, dans le sud cette fois, entre deux pontes du Parti Socialiste qui durera 11 jours. À la sortie de cette guerre civile, malgré des religions et des idéologies différentes, les deux Yémen s'entendent assez bien. Le sud, pauvre, accepte une réunification en 1990 à l'avantage du nord, fixant par exemple la capitale à Sanaa et faisant du président Saleh, qui était le président du nord, le président de tout le Yémen. Et paf, 4 ans plus tard, une nouvelle guerre civile. En effet, du pétrole a été trouvé dans le sud, qui du coup allait être moins pauvre et donc avait moins intérêt à la fusion. En plus, des proches du président du nord auraient fait assassiner des cadres du Parti Socialiste du sud. Les deux capitales se bombardent mutuellement et le nord bien plus peuplé finit par gagner et réunifier le pays. 4 ans plus tard, paf, Al-Qaïda, l'organisation terroriste, commence à faire marginalement des siennes dans le sud. Et paf, en 2004, ce sont les Houthis chiites du nord du pays qui se soulèvent contre le pouvoir en place. Et paf, en 2011, après 32 ans au pouvoir, le président Saleh finit par mettre tout le monde d'accord contre lui, à la fois le nord et le sud, et c'est la révolution yéménite qui le fait chasser. Pendant ce temps, profitant du bordel ambiant, Al-Qaïda commence à attaquer des villes pour en prendre le contrôle. Mais dans l'ombre, l'ancien président Saleh conclut une alliance avec ses anciens ennemis, les Houthis chiites du nord, toujours en train de s'insurger, et en 2014 ces Houthis finissent par prendre le contrôle de la capitale Sanaa et le conflit devient international. Les forces loyalistes sont soutenues par l'Arabie Saoudite et toute une coalition sunnite comme le Qatar ou les Émirats Arabes Unis, tandis que les Houthis sont soutenus par l'Iran, principal état chiite de la région. Restent les terroristes, plus ou moins soutenus par le Qatar, qui ont gagné du terrain. Et en 2017, here comes a new challenger, les Émirats Arabes Unis, qui trahissent la coalition sunnite et s'allient avec les indépendantistes du Sud, qui reprennent du service et réussissent à taper les forces loyalistes yéménites et à contrôler un petit territoire autour
autour de Aden et dans l'est du pays. Dans la foulée, l'Arabie Saoudite, consciente que le Qatar se fout un peu de sa gueule, finit par les exclure de la coalition. Les Émirats Arabes Unis en profitent pour s'installer sur l'île de Socotra, théoriquement yéménite, et se feront virer par les Saoudiens, tandis que le président Saleh finit par se disputer avec les Houthis et rompt l'alliance. Les Houthis l'assassineront 4 jours plus tard, évitant qu'une 5e faction ne se crée et prenne part au conflit et le rendant encore plus bordélique. Et donc, en 2019, voilà où on en est, en février. Vous avez sous les yeux les positions des 4 factions. L'issue du conflit semble très incertaine et le pays pourrait rester uni comme totalement explosé. L'avenir nous le dira. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un like et vous abonner. Et si vous avez des théories fumeuses à propos de la résolution du conflit bordélique yéménite, vous pouvez la décrire dans les commentaires.